Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble avec la météo. Voilà, bonsoir aux populations de Waké. Vous êtes bien sur votre émission Le Grand Rendez-vous sur BB24. Nous avons 4 rubriques au menu ce soir. Nous préparons déjà les fêtes de fin d'année. Vous le savez déjà, le bal des rubriques en fête a bel et bien démarré. La plupart des produits retrouvés sur le marché béninois sont exportés, ce qui a emmené Estelle Pazou à se poser la question de savoir quelle est la part des produits locaux sur le marché de l'agroalimentaire. Elle et son invité vont nous éclairer sur le sujet. Ce sera dans le monde agricole. Nature et bien-être va nous permettre de revenir sur les problèmes gastriques en période de fête et on va apprendre à les gérer avec notre invité. Il était déjà avec nous hier. Donc on poursuit avec Heureuse d'Anondé, son invité, notre expert maison Marcel Effon. On parle toujours de bilan, mais cette fois-ci du bilan financier qui est indispensable pour faire des projections dans la nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Donc restez avec nous pour vous préparer si on veut être riche. Ça commence tout de suite et maintenant. Autant savoir va recevoir un psychopédagogue et avec lui on s'intéresse à ce qu'apportent véritablement les jouets pour l'éveil des enfants. Comment choisir donc les jouets des enfants en fonction des qualités que vous voulez retrouver chez ces enfants-là. Restez avec nous toujours pour le découvrir. Le grand rendez-vous également, c'est le journal et Amandine Agnambossou est déjà là pour la présentation des titres. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, au menu du journal ce soir, la pêche maritime artisanale, une activité qui s'exerce avec passion mais qui nécessite des aptitudes particulières. Le migrant a des droits et doit être considéré comme une personne normale et le Forum des femmes panafricaines s'attelle à véhiculer une image positive de la migration. Lutte contre le travail des enfants. 9 mineurs ont été interceptés en Côte d'Ivoire d'origine burkinabé. Ils devraient être employés dans une mine aurifère. Voilà le menu du 19h45 ce soir. Merci à vous, Amandine Agnambossou. On vous retrouve avec grand plaisir à 19h45. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer, le monde agricole. Dans le monde agricole, ce soir, on parle de la part des produits locaux dans le marché de l'agroalimentaire ici au Bénin. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Marcel Bettaro. Marchés, supermarchés et autres centres commerciaux sont bien achalandés pour la fête. Les produits agroalimentaires y occupent une bonne part. Mais dans tout ce lot,
le Made in Bénin est presque inexistant. Néanmoins, quelques vendeurs de produits locaux se glissent dans la masse. Ici, nous vendons des produits fabriqués au Bénin. Ce sont des produits naturels. Nous avons des piments fabriqués au Bénin, bien assaisonnés. C'est très bon pour la santé. Et aussi, nous avons aussi du solabi qui est fabriqué chez nous ici au Bénin. On a nos produits consommons local et tout. Il y a des produits made in Bénin. Il est évident que le consommant local n'est pas encore dans les habitudes des citoyens béninois. Selon certains vendeurs, cette réticence à consommer local est liée à la qualité parfois douteuse des produits locaux. Le Béninois préfère plus de produits qui viennent de l'étranger que ce qui est produit localement. On n'essaie pas de voir un peu ce que nous-mêmes on produit, on n'essaie pas de voir les avantages que ça. Mais directement on se dit ce qui vient de l'étranger, c'est ça là qui est mieux. Donc il est temps que le Béninois, en tout cas l'Africain, ait une autre manière de voir ce que lui-même il propose lui-même sur le marché. Je me dis que c'est mental. On a tendance à dire que tout ce qui vient de l'Europe est bon, alors que c'est archi faux. Il y a les produits qui viennent de l'extérieur et nous aimons vraiment consommer ça. Alors qu'ici, chez nous, au Bénin, nous avons des produits naturels. On ne met rien dedans qui peut intoxiquer la santé, qui pourra nous rendre malades. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, non. Alors que les produits qui viennent de l'extérieur, il y a des produits chimiques qui sont dedans. En dehors de la qualité, il y a le prix parfois élevé, nous confient certains acheteurs qui n'ont pas voulu se prêter à nos questions. De toute évidence, le secteur agroalimentaire contribue largement au développement du pays de par son apport au plan économique. Le valoriser davantage serait un atout pour une meilleure expansion. Merci à vous, Marcel Guettaro, pour ce reportage. Nous retrouvons donc notre invité ici sur ce plateau. Il s'agit de Roland Fadina. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes distributeur de produits locaux? Oui, exactement. D'accord. Donc, vous avez suivi ce reportage-là qui fait la situation des produits que nous avons sur la plupart des stands de vente en cette période de fête. Est-ce que vous avez fait le même constat? Quelle est la part qui revient aux produits locaux? J'ai suivi un peu le documentaire et ça ne m'étonne pas. C'est le constat que moi-même j'ai fait aussi dans les villes de Cotonou, Parakou, Boycon et autres. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche des fêtes et la part des produits locaux sur le marché agroalimentaire est très faible. Vous allez constater que c'est majoritairement des produits importés. Et qu'il s'agisse des boissons, des pâtes alimentaires, des amuse-bouches, le riz, les huiles végétales, c'est majoritairement importé. D'accord. Est-ce à dire que nos producteurs ne produisent pas ou la chaîne de transformation n'est pas assez fournie? Le problème n'est pas là. Le problème se situe à un autre niveau. En fait, ça ne dépend pas des producteurs, ça ne dépend pas des entreprises de production, ça dépend beaucoup plus des consommateurs, de nous Béninois. Parce que c'est parce que la demande est là qu'on a ces produits sur le marché. Si la demande n'existait pas, les commerçants n'allaient pas importer ces produits-là. D'accord. Vous voulez dire que le consommateur béninois préfère les produits importés, comme cela a été dit dans le reportage? Exactement, le Béninois préfère ce qui est importé. Pour lui, ce qui est importé a plus de la valeur que ce qui est produit localement. D'accord. Vous vous basez sur quels aspects, justement, puisque vous êtes distributeur de produits locaux, vous vous basez sur quel aspect pour pouvoir affirmer cela? Je suis distributeur local et j'ai la chance de rencontrer tout le temps des consommateurs. Quand vous leur présentez des produits locaux, ils sont tout le temps douteux sur la qualité. Réticents. Ils sont réticents. Et ils trouvent aussi que les produits locaux sont un peu plus chers que les produits importés. Oui. Mais ça, par contre, il y a du vrai dedans. Hein? Il y a du vrai, mais je continue de dire que ça ne dépend pas des producteurs. Et pourquoi cela? Ça ne dépend pas des producteurs parce qu'aujourd'hui, les produits importés que nous avons sur le marché, c'est des produits qui ont été fabriqués par de grandes industries. Donc, ces industries sont à un niveau et passent à une économie d'échelle qui leur permet de réduire les coûts de production et d'avoir un produit qui est relativement moins cher sur le marché, même si ça a parcouru des milliers de kilomètres pour se retrouver sur le marché béninois. D'accord. Mais de l'autre côté, nous avons des entreprises locales qui ont des équipements moins performants, qui utilisent la main-d'œuvre qui est relativement plus chère. Et là, malgré que ces produits à moins de 10 km de chez nous, c'est plus cher que ce qui est importé. D'accord. Mais qu'on le veuille ou pas, hein, la loi de l'offre et de la demande ne pardonne pas en termes de rapport qualité-prix. Est-ce que cela ne dessert pas nos producteurs béninois? Forcément, ça dessert les producteurs béninois en ce sens où aujourd'hui, ils fournissent de grands efforts à mettre des produits sur le marché, mais des produits qui ne sont pas achetés. Et la conséquence, c'est que c'est des entreprises qui ferment après 1 ou 2 ans d'activité.
Et là, nous allons parler de problèmes d'emploi, de création de richesses et tout ce qui va avec. Pendant ce temps, nous investissons des milliards que nous réinjectons dans l'économie des pays qui sont assez développés parce que nous préférons consommer leurs produits. D'accord. Comment amener alors le consommateur béninois à davantage s'intéresser aux produits locaux? Est-ce que pour vous, il pourrait y avoir une politique, pas de discrimination positive par exemple? Discrimination positive, oui, on a souvent pensé à ça. Premièrement, il faut que les entreprises locales commencent à communiquer sur leurs produits. C'est le premier pas à faire parce que nous avons de très bons produits, des produits innovants sur le marché, mais qu'on ne connaît pas forcément. J'en connais plus d'une cinquantaine, mais vous en parlez auprès des consommateurs, ils ne connaissent pas forcément. Donc, il y a un problème de communication au niveau des entreprises locales. L'autre chose aussi, c'est l'accessibilité des prix, mais ça dépend toujours. L'accessibilité des produits, mais ça dépend toujours de la demande. Plus ces produits seront demandés et plus les entreprises vont commencer à produire en grande quantité, ces entreprises vont forcément passer à une économie d'échelle qui permettra de réduire les coûts de produits. Mais le problème fondamental que moi je trouve, c'est une question de fierté. Parce que nous, Béninois, ne sommes pas vraiment fiers de ce que nous avons localement. On est souvent content de dire que ça vient de la France, ça vient des États-Unis, mais dire que ces produits et dans un village à côté ou dans une localité à côté, on n'a pas cette fierté-là. Et c'est là où se situe le problème. Il faut passer à une éducation des consommateurs béninois. D'accord. Je suis pour l'éducation des consommateurs béninois, mais il ne faudrait pas oublier, parfois le packaging fait défaut. Il y a, on n'a pas toujours l'impression que le produit soit suffisamment raffiné, qu'on le veuille ou pas. Ces produits importés nous ont quand même habitués à un certain level, à une certaine attente. Est-ce que vous avez l'impression que les producteurs locaux sont prêts pour ce challenge-là? Les producteurs locaux sont prêts pour ce challenge. Il y a 10 ans, vous voyez sur le marché les produits locaux, moi-même qui vous parle, je ne vais pas accepter d'acheter. Mais aujourd'hui, les entreprises ont fait de grands efforts. Aujourd'hui, le packaging, c'est vrai, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais il y a eu un grand pas qui a été fait et il faut les encourager dans ce sens. La seule manière de les encourager, c'est d'acheter ces produits. Pas parce qu'ils sont nécessairement meilleurs que les produits importés, mais pour une question de fierté, pour une question de patriotisme économique. Ah d'accord, j'aime bien le mot. Donc pour vous, le patriotisme économique devrait nous obliger, nous Béninois, à ne consommer que des produits qui ont été fabriqués ici. Mais déjà, je me demande s'ils sont prêts à servir tout le marché. Parce que qu'on ne le veuille pas, la demande est aussi forte. Et vous avez parlé de leur niveau de fabrication. Est-ce qu'ils sont prêts à pouvoir servir une clientèle beaucoup plus large? Il y a des entreprises qui ont de grandes ambitions. Je prends par exemple le secteur du jus d'ananas, par exemple. Vous avez de grandes unités aujourd'hui. Ça, c'est le secteur le plus visible, au niveau de l'agroalimentaire. Et c'est dans le secteur dans lequel nous avons aussi beaucoup d'avancées parce que nous avons au moins 2 ou 3 grandes entreprises aujourd'hui qui, malgré la grande quantité de produits qu'ils fabriquent, déversent moins de 10% sur le marché national. D'accord. Ils exportent le reste? Ils exportent le reste parce que la demande n'est pas nationale. C'est tout ça, les gens sont prêts à investir dans le secteur, mais tant qu'il n'y aura pas la demande, personne ne risquera d'investir ses sous dedans. D'accord. Donc le problème revient toujours à nous, Béninois, en tant que consommateurs, c'est de pouvoir créer et cette demande au niveau des entreprises. La seule manière, c'est de pouvoir les acheter leurs produits, consommer ces produits locaux-là. Je ne demande pas d'être 100% locavore, parce qu'il y a des gens qui ont des préférences, parce que l'alimentation, c'est aussi la préférence. Si. Mais quand même, aujourd'hui, quand vous faites le point, vous voyez que ce que nous consommons, moins de 10% est local. Et à ce moment, celui qui a 10% peut essayer d'aller à 20 ou 30%. On ne demande pas de manger 100% local. Alors, si pour vous, il faut forcément consommer des produits béninois, il faudrait qu'on soit sûr aussi de la qualité. Vous en avez parlé tantôt, mais qu'on le veuille ou pas, c'est un point très important. Est-ce qu'on est sûr que ces produits qui se disent être certifiés, ce sont véritablement et que quand on les consommera, on ne risque pas d'avoir des ennuis de santé? Il est vrai, les consommateurs doutent de la qualité des produits locaux, oui. Mais la responsabilité reste partagée. Ça reste partagé au niveau des entreprises qui ont encore des efforts fournis dans ce sens, mais de l'autre côté aussi, l'État, à travers ses structures, qui doivent aussi assurer le contrôle pour dégager du marché les produits qui ne répondent pas forcément aux normes. Et ce n'est pas aux consommateurs d'aller faire le contrôle. Donc, cette question de qualité... elle revient souvent. Elle revient souvent, mais ce n'est pas... Le fait de douter de la qualité du produit local aussi, je trouve que c'est un faux argument parce que les produits importés aussi, nous ne maîtrisons pas la qualité de ces produits. On voit des produits qui sont importés
par des voies officieuses qui sont déversées sur le marché, mais on ne sait vraiment pas comment ces produits sont fabriqués. Sur le marché. La traçabilité, la transparence, on n'en sait rien. Et là, la question de la qualité reste, que ce soit au niveau des produits locaux comme des produits importés, importante. D'accord. Mais je pense, je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, que quand on choisit d'investir dans un secteur, on étudie aussi le marché, on essaie d'adapter les produits qu'on fabrique justement à ce marché-là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que nos producteurs aussi se remettent en cause, plus pour redéfinir encore leur clientèle cible, afin de pouvoir savoir comment les toucher? Oui, et ça c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup produisent pour produire. Ils produisent pour produire, et je prends encore le secteur du jus qui est très visible. Aujourd'hui, vous allez voir les entreprises qui disent qu'ils font du pur jus d'ananas, du pur jus de mangue, du pur jus de ci et de ça. Aujourd'hui, le marché ne demande pas forcément du pur jus. Ils ont des alternatives pour avoir des produits relativement moins chers, par exemple le nectar de fruits et les jus simples qui permettent d'avoir un coût de production moins élevé et mettre sur le marché un produit moins cher. Mais nos producteurs ne sont pas forcément dans cela. Ils préfèrent utiliser l'argument pur jus, la qualité, le local pour pouvoir vendre. Donc, ils ne sont pas souvent dans le même sens que le consommateur qui, lui, peut-être recherche un produit relativement moins cher. Ça pose un problème d'études. À chaque fois, on dit que souvent, pour investir, il faut d'abord étudier le secteur, il faut faire une étude de faisabilité et tout ça. On n'a pas l'impression qu'on se lance parce qu'on se dit tout le monde, les consommateurs sont censés nous accompagner puisque nous produisons ici au Bénin, on utilise la main-d'œuvre locale et qu'on produit pour le Bénin, on devrait avoir un certain engouement. Or, on est sur un marché concurrentiel. Il faut venir avec, comment dirais-je, toutes les armes à sa disposition. Est-ce que vous n'auriez pas des conseils justement à l'endroit des producteurs en ce qui concerne cet aspect? C'est vrai, on nous demande souvent de faire des études avant de mettre un produit sur le marché et c'est le défaut des Béninois. Cette étude initiale n'est pas faite avant le lancement des entreprises. Souvent, c'est du copier-coller que les gens font parce qu'il y a quelqu'un qui le fait, ça marche, moi-même je dois le faire. Et c'est en ce sens que je m'adresse aux entreprises de production que, avant de mettre n'importe quel produit sur le marché, il faut pouvoir étudier le marché pour voir avec quelle cible on envoie le produit. Parce que tout produit, on peut vendre n'importe quel produit sur n'importe quel marché, mais on essaie de cibler le produit vers lequel on envoie le produit, la cible vers laquelle on envoie le produit. D'accord. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. Donc, on s'est intéressé à la part des produits locaux sur le marché de l'agroalimentaire ici au Bénin. On passe à une autre rubrique à présent, Autant savoir. Voilà, avec Autant savoir, on parle encore du choix des jouets pour les enfants. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Jennifer Sativi. On se retrouve tout juste après. Mois de décembre à Cotonou, la ville est aux couleurs des fêtes. Période propice à l'exercice de bien d'activités, des stands de jouets sont installés un peu partout. Moi, mon activité principale, c'est les perles. Mais en période de fête, je fais les jouets pour pouvoir permettre aux parents de se procurer des jouets aux enfants. Parce que, en fait, c'est une fois par an. C'est une saison, qu'on va dire. Et que quand ça vient, on essaie de faire sortir nos produits et de les mettre sur le marché, essayer de vendre dedans et pouvoir acheter. Après la fête, nous arrangeons encore les jouets et nous tournons encore vers d'autres business. On commence à partir de décembre. On reste là jusqu'à janvier, début janvier. Et ces jouets viennent surtout de la Chine, de l'Asie. Les jouets sont vendus en fonction du choix des clients, mais d'autres aspects sont pris en compte. Il y a beaucoup de jouets. Nous, on est dans les guintas, les voitures. Nous vendons pour les parents d'élèves qui veulent donner des cadeaux aux élèves dans les établissements. Il y a des jouets, quand vous les prenez, c'est-à-dire vous vous amusez, mais tout en travaillant. Mais il y a d'autres jouets, c'est juste pour l'amusement. Par exemple, nous avons Monopoly à partir de 10 ans. C'est un jeu, c'est un jouet en quelque sorte, mais c'est un jeu qui aide l'enfant dans la comptabilité, dans la gestion de l'immobilier. C'est un jouet en fait, mais en réalité, nous aidons en même temps nos enfants à se prendre en charge pour les études aussi. J'ai déjà promis à l'enfant que s'il travaille bien à l'école, je vais lui faire un cadeau et je suis venue alors. C'est tout juste pour l'encourager. Les prix également varient et les dispositions sont prises pour toutes les bourses.
Les vendeurs arrivent donc à se faire un bénéfice malgré la morosité économique. Les plus petits, là où ce qu'on vend 500, c'est ça qui donne plus de bénéfices que ce qu'on vend à 10 000, à ce qu'on vend à 40 000. On prend des prix en gros. Il faut prendre en gros pour pouvoir gagner au moins 300, 200 sur chaque. Par rapport à ce temps, l'année passée, ça a été un peu plus rentable. Je dirais 300 000. Offrir des jouets aux enfants pour les fêtes est devenu une tradition pour plusieurs. L'initiative d'un marché de jouets pourrait donc permettre de booster l'économie béninoise. Merci à vous Jennifer Sachivi pour ce reportage si imagé et si intéressant. C'est un plaisir de l'avoir suivi. Alors on poursuit sur Autant Savoir avec notre invité Benito Koupo aussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychopédagogue. Oui. Et donc avec vous on s'intéresse au choix du jouet. Ma première question c'est de savoir, est-ce qu'il y a un lien entre le choix du jouet et la psychologie de l'enfant? Merci beaucoup Ania. Je pense que le jeu d'abord, c'est la première des choses. On dit souvent l'enfant, le seul travail de l'enfant c'est de jouer. Donc bien évidemment le jeu ou les jouets ont forcément un rapport avec le développement de l'enfant. D'accord. Est-ce que les parents devraient se baser sur la psychologie de leur enfant pour choisir le jouet qu'ils veulent pour cet enfant? Déjà, je dirais que le jeu permet un développement moteur, un développement psycho-affectif et psychique de l'enfant. Donc, par conséquent, les parents se doivent de se baser sur le développement psychomotrice et psycho-affectif de leurs enfants avant de choisir n'importe quel jeu, si je peux le dire ainsi. Alors maintenant, comment est-ce qu'on choisit ces jouets-là quand on veut le faire en fonction de la psychologie de l'enfant? Je dirais que en psychologie ou en psychopédagogie, nous parlons des tranches d'âge. Déjà, il y a des jeux qu'on peut offrir à son enfant entre 0 et 6 mois, de 6 mois à 1 an et de 1 an à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, ainsi de suite. Donc, à partir de ces jouets puissent suivre l'évolution de l'enfant. L'évolution de l'enfant. Oui. Et c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire. On n'offre pas un jeu à l'enfant parce que nous voulons, comme l'a dit la dame tout à l'heure, lui faire plaisir. En réalité, le jeu doit être choisi en fonction d'un objectif à atteindre. Je suis parent, je veux atteindre un objectif chez mon enfant, c'est en fonction de cela que je dois lui offrir. C'est vrai que la majorité des parents ne font pas attention à cela. L'objectif, c'est, OK, mon enfant a travaillé à l'école, c'est la période des fêtes, il faudrait que je lui offre quelque chose pour qu'il puisse se sentir vraiment à l'aise, sentir que papa ou maman... Parfois, c'est les enfants même qui disent je veux que le Père Noël m'apporte une tablette, par exemple, et le parent a envie de le lui offrir. Oui, éventuellement, vous savez, les enfants aujourd'hui, lorsqu'ils vous voient avec votre portable, la première des choses, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de voir ce que maman fait. Ou du moins de vous prendre le portable et de vouloir manipuler aussi. Mais en réalité, quand je prends les portables, puisque vous parlez des tablettes, il y a des tablettes pour enfants. Et ces tablettes-là, déjà entre 0 et 6 ans, n'ont pas forcément une importance majeure sur le développement psychologique de l'enfant. C'est à un moment donné, ou peut-être à partir de 12 ans, que l'enfant comprend maintenant le fonctionnement de chaque touche. Et c'est vrai qu'il y a des enfants, lorsqu'on les voit... Il y a des enfants précoces aussi. Oui, il y a des enfants précoces. Quand on les voit et vous voyez votre enfant joue à un jeu sur votre portable, vous croyez qu'il il maîtrise vraiment, mais en réalité, il ne maîtrise pas. C'est de l'automatisme qu'il fait en réalité. Donc, pour revenir, quel jeu choisir à son enfant, je dirais que entre 0 et 6 ans, 6 mois, il faut simplement... mettre au niveau du berceau de l'enfant des jeux qu'il pourra toucher. Ça pourra lui permettre du moins de stimuler. Vous voulez parler des jeux qu'on met en haut là et qui font du bruit et exactement. Donc, ça pourra lui permettre de stimuler ses 5 sens. Et nous, les 5 sens, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, et le toucher et puis le goût. Donc, il faut lui offrir des jeux de plusieurs formes et de couleurs différentes en réalité. Et en fonction de ça, lorsque l'enfant perçoit ou bien touche
il sent qu'il y a quelque chose qui change. Donc, il y a quelque chose de différent. Donc, ça stimule en lui, ou bien ça stimule en lui une curiosité. Et vous n'êtes pas sans savoir que la curiosité, c'est la meilleure des choses pour les grands leaders. Peut-être les coachs vous le diront. C'est sûr. Alors, si je veux, par exemple, que mon enfant dans le futur soit architecte, est-ce que je peux déjà le conditionner à travers les jeux que je lui offre? Oui, bien sûr, vous pouvez conditionner votre enfant. C'est vrai que je ne vous le conseillerais pas parce que c'est une manière de changer son destin, si je peux le dire ainsi. Mais en réalité, on peut arriver à un moment donné, si je prends par exemple l'enfant de 6 à 12, 12 mois, cette période-là, c'est la période où l'enfant développe vraiment son intelligence. Alors là, si vous êtes conscient déjà que l'enfant de 6 mois à 12 mois, c'est sa période de développement où son intelligence commence par se stabiliser. Il faut donc lui offrir des jeux qui vont dans ce sens-là. Vous allez constater que c'est la période où peut-être que lorsque vous remettez ce stylo-là à votre enfant, il jette ça. Pourquoi il jette? Lui n'a pas conscience de ça. Mais quand vous le ramenez ça, il jette à nouveau. Donc, on appelle ça le jeu de la bobine. Donc, l'enfant jette, vous le ramenez ça, il jette à nouveau. Et donc, il est content. Il est content. Déjà, qu'est-ce qui se développe indirectement en lui? Il comprend qu'en réalité, il y a un lien, ou du moins, il commence par comprendre les relations de cause à effet. Donc, je peux lancer et ça va revenir. L'enfant commence par avoir en lui cette perception ou cette confiance, en ce sens où il se dit, toute chose qui est perdue ou bien qui disparaît n'est pas forcément perdue. Donc, par sa volonté, il peut aller chercher. Donc, sa motricité commence par se développer. Petitement, ça va venir au niveau du développement affectif de l'enfant. À ce niveau, il faut proposer des doudous qui vont permettre. On est toujours dans quelle tranche? Dans la tranche de 6 mois à 12 mois? Non, pas de 6 mois. 12 mois, de 1 an à 3 ans. De 1 an à 3 ans. Non, il faut lui proposer des doudous. Et ces doudous, il faut comprendre que... Vous voulez parler des nounous? Oui, des nounous. C'est ça, les voilà, doudous, un non? truc du genre. Donc, il faut lui proposer ça pourra quand même lui permettre. Même si c'est un homme, les hommes aussi, les nounous? Oui, en fait, j'allais commencer même déjà, puisque vous en parlez, j'allais commencer l'émission en disant que nous faisons l'erreur. Nous ne conditionnons pas les enfants selon leur sexe en réalité. Ah, d'accord. C'est vrai que dans la plupart du temps... On ne va quand même pas offrir une poupée à un garçon. Je suis d'accord avec vous, mais dans la plupart du temps, nous offrons souvent des poupées aux filles. Oui. Et nous offrons des voitures aux filles. Aux garçons, pardon. Oui. Vous imaginez que lorsque vous offrez une voiture à un garçon, il se voit à travers la voiture. Il se dit, voilà, je dois avoir une voiture quand je serai grand. Donc, son réflexe commence par fonctionner comme ça. Le leader, le chef, je dois avoir une grande caisse, je dois avoir une belle voiture. La fille, pourquoi vous ne lui offrez pas une voiture? Vous la conditionnez à avoir simplement l'enfant, en fait. Donc, c'est une manière pour dire que indirectement, nous conditionnons nos enfants à être soit des leaders, à être soit ceux qui nous... Des suiveurs. Des suiveurs, exactement. D'accord. On demandera au coach tout à l'heure ce qu'il en pense. Mais déjà, vous ne répondez pas à la question. Oui. Ça veut dire que dans le choix du cadeau, il ne faut pas vraiment différencier le sexe. Nous, on a toujours pensé qu'il faut le faire en fonction du sexe. Non, pas forcément. Il peut arriver que vous offrez à votre garçon un type de jeu ou bien de jouer ou à votre fille, mais pas forcément avoir dans la tête, non, ça c'est réservé pour les filles, ça c'est réservé pour les hommes. D'accord, mais aujourd'hui, il y a la dinette, il y a les services de dinette où on montre comment cuisiner. Oui. On ne va pas offrir ça à son garçon, au risque qu'il ne finisse cuisinier. Qu'est-ce que vous en pensez? En réalité, moi, je me rappelle, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, le jour où maman veut punir ma petite sœur, c'est moi qui vais à la cuisine. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai, je ne m'entends pas beaucoup avec ma petite sœur, je l'aime bien. Et aujourd'hui, elle m'adore aussi. Mais il faut dire qu'en son temps, on s'est dit, c'est elle qui doit cuisiner, non moi. C'est ça, c'est ma grande sœur qui doit cuisiner et non mon grand frère. Donc, on nous a conditionnés comme ça. Ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Mais lorsque ma petite sœur doit cuisiner, ou du moins qu'on lui demande de cuisiner, qu'elle refuse, maman dit, Benito, est-ce que tu peux cuisiner? Sachant bien que quand je cuisine, elle ne veut pas manger. Ah, d'accord. Elle ne pourra pas, on ne s'entend pas jusqu'à ce point. C'est vrai que ça a changé par la suite. Mais lorsque maman cuisine ou ma grande soeur cuisine, on peut l'insulter n'importe comment, elle va
Elle va manger. D'accord. Donc pour vous, que ce soit l'homme ou le gars ou la femme, tout le monde doit aller à la cuisine. Et c'est déjà des comportements qu'on peut déjà changer chez l'enfant dès qu'il est tout petit. Exactement. Alors quand on parle souvent des cadeaux, on pense toujours qu'il faut débourser pour pouvoir acheter. Oh, nos parents avant, ils avaient des jeux. Je me rappelle avec le pain, on te faisait un petit jouet qui ressemblait peut-être à une poupée, des petites façons de faire des jeux, de construire quelque chose avec son enfant lui-même. Est-ce que cette approche-là n'est pas bonne aussi selon la psychopédagogie? Il faut dire que offrir un jouet à son enfant, la première des choses, c'est que je disais à l'un de vos collègues tout à l'heure, ou bien à l'une de vos collègues, je disais que le plus souvent, je préfère offrir à mon enfant quelque chose qui pourra détruire sur place. En détruisant le jouet que vous lui offrez, l'enfant n'est pas forcément, je ne sais pas, un casseur, si je peux le dire ainsi. Ouais, mais il faut dire que... les parents les tapent, la plupart du temps. Il ne faut pas forcément taper. Il ne faut pas forcément taper parce que la curiosité, telle que je l'ai dit tout à l'heure, amène l'enfant à comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Je donnais l'exemple tout à l'heure, je disais les Chinois. Avant que les Chinois ne commencent pas à fabriquer les voitures, ils ont pris le temps d'acheter des voitures japonaises, des voitures américaines, mais ils ne l'utilisent pas. Ils cassent tout, ils voient ce qu'il y a à l'intérieur, et puis aujourd'hui, maintenant, pour comprendre un peu. Donc, c'est la même chose qu'il faut développer chez l'enfant. Et quand je reviens à votre question, il faut dire que ces jouets-là, moi aussi, je les avais reçus quand j'étais petit, où on prend peut-être un pain de 2 mètres et on vous attache quelque chose, un jouet. C'est tellement beau parce que l'enfant, lorsqu'il vous voit faire, il a envie de refaire. Lorsque vous faites en quelque sorte le jouet ou le poupée 1 ou 2 fois devant lui, lui-même il a envie de refaire la poupée. Et ça, c'est vraiment important pour la concentration. On lui apprend un peu de la créativité et plein d'autres choses. Et quand vous parlez de créativité, je vous dirais que peut-être à partir de 3 ans ou de 6 ans, il faut commencer par offrir peut-être des coffrets de peinture à son enfant. Pour qu'il puisse essayer à la peinture. Ça lui permet de se défouler, ça lui permet d'exhiber, si je peux le dire ainsi, toute sa créativité d'artiste. Merci Benito Koupo aussi. Vous êtes psychopédagogue et avec vous, on s'est intéressé au choix du jouet et on a parlé un peu des impacts sur la psychologie de l'enfant. Nous passons à présent à une autre rubrique, nature et bien-être. Heureuse d'annoncer, son invité vont nous rejoindre d'un instant à l'autre, mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Nul doute que les fêtes de fin d'année auront bel et bien lieu. De l'apéritif au dessert, en passant par l'entrée et le plat de résistance, la gamme de choix des produits à consommer est bien large. Même des boissons sont mises sur le marché, spécialement pour les fêtes. Oui, c'est nouveau pour le Béninois, mais pas pour les autres pays comme le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. C'est une boisson donc pour les temps de fête. Tellement de produits sont proposés aux clients. Et pour bien fêter, ils ont déjà leur petite idée. Chacun y va de sa préférence. J'ai dit à ma mère on va faire cassoulet, c'est tout. Pourquoi cassoulet? Apparemment, il n'y a pas de fête sans cassoulet. Pourquoi cassoulet? Tout le monde aime ça. Genre un cassoulet ou bien du riz au gras. Bon, c'est bon. J'ai pour habitude de manger la tchéké et le cassoulet. Souvent, en famille, à tchéké, cassoulet, c'est bon. Et je fête bien. En temps de fête, tout, je mange tout, moi. Tout ce qui n'est pas fait maison, moi, je ne prends pas. Vu que moi, je ne suis pas alcoolique, je bois que des boissons sucrées, genre la sucrerie. Je ne supporte pas l'alcool, je vois que ce n'est pas trop bon pour moi, mon organisme personnel. Moi, j'aime pas le sucre parce que, à cause des maladies, diabète et consort, voilà. Je préfère la bière. Je prends whisky, quand je prends whisky, je mange, puis je me douche, je dors. Ça me va déjà. C'est la fête et pour certains, on peut se permettre certains repas, certains mélanges. Et pour d'autres, quelques verres de plus. Conséquence, trop de problèmes gastriques au lendemain des fêtes. Oui, effectivement, on s'est dit, Noël, il faut manger.
On doit manger, mais on ne doit pas manger, c'est parce que la fête, c'est qu'il faut surcharger les choses. Donc on doit revoir le manger. On doit revoir le manger. Tel qu'on mangeait, nous devons prendre au moins cette disposition-là pour éviter les conséquences après. On peut t'inviter, tu peux participer, bon, ça te prend, tu bois, si ça ne va pas. Si c'est de l'eau simple, il faut prendre pour être à l'aise. Des vivres et des boissons de qualité et de provenance douteuse, accompagnés de mauvais comportements alimentaires, marqués d'un abus, c'est la principale cause des problèmes de santé constatés juste après les fêtes. Les conseils sur la bonne alimentation faisant défaut, on se demande toujours quoi manger en temps de fête et bien se porter. Voilà, heureuse d'annoncer, comme on en parlait, il y en a qui vont manger télébol le jour de la fête. On a vu les pâtes de Cosette. Est-ce que c'est forcément bon pour leur estomac? Est-ce qu'avec ça, on n'a pas des problèmes gastriques à la longue? On a un nutritionniste sur ce plateau pour en parler avec nous. Heureuse d'annoncer, bonsoir. Bonsoir, Niad Bello. La plus heureuse de BB24. Ah ben, vous n'en êtes pas moins, hein? C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc, avec Partagé. vous, nous poursuivons les préparatifs des fêtes de fin d'année. Est-ce que je vais dire préparatifs? Ah ben ouais, il faut préparer son organisme, il faut préparer ce qu'on va manger, son alimentation. Si vous le dites. Ah oui, tout si se vous le prépare. dites. Si vous le dites. En tout cas, nous avons le nutritionniste qui est là. Il ne nous a pas faussé compagnie. Il a promis, il est là. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Monsieur Sosa Djekpi. Voilà. Alors, on a parlé hier du plan de l'alimentation. On a constaté qu'on ne mange pas équilibré en temps de fête. C'est vrai que c'est juste un jour, parmi tant d'autres, mais quand même, il faut respecter les prescriptions des nutritionnistes. Mais il y a également l'autre chose, l'alcool. Ils l'ont évoqué. D'autres ne préfèrent pas les sucreries parce que bon, ils évitent le diabète et tout. Mais l'alcool, c'est mieux, selon vous? Ok, merci beaucoup, Madame la journaliste. Quand on parle de l'alcool, c'est qu'il n'y a pas de fête sans alcool. Quand les gens disent fête, c'est l'alcool. Mais dès que vous consommez de l'alcool, directement, ça rentre dans le sang, ça va dans le cerveau. Et ça vous donne une sensation de bien-être, une satisfaction, comme si vous avez beaucoup de possibilités. Et ça, là, dans ce rêve-là, ça vous amène à l'insouciance, l'inconscience, à la témérité. Et puis finalement, ce qui arrive, c'est que c'est une illusion. Une illusion. Et vous donnez en ce moment du travail à l'organisme. Parce que, tel qu'on a parlé hier, dans tout ce qu'on a dit, l'alcool n'a pas sa place dans ce plan de nourriture. Ah oui? L'alcool n'a pas sa place. On dit que c'est un bon digestif, que tout repas commence par un bon digestif. Il y a l'apéritif qui est là. Oui, l'apéritif, voilà. Mais dans les repas, vous oubliez qu'il y a ce que nous appelons les fibres. Et quand vous consommez les repas où il y a de fibres dedans, et ça corrige la digestion. Mais ce n'est pas l'alcool, comme les gens pensent aussi que l'alcool chauffe le corps. C'est faux. Ça prépare la digestion. Ça c'est une idée que les gens ont développée et qu'aujourd'hui, on est en train de voir. Si vous préparez la digestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez manger même plus que vous devez. Alors, quelle est l'utilité de rendre votre l'estomac utiliser une quantité anormale, inhabituelle? Donc déjà, les problèmes gastriques dont vous parlez commencent déjà à partir de cet instant-là. Mais je dois continuer avec l'alcool parce que hier, je disais que il y a des conséquences à court terme et à long terme. Mais je disais hier, par exemple, que quand vous consommez de l'alcool, c'est que l'alcool, des gens pensent que ça peut étancher la soif. Non, 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 ça n'étanche pas la soif. Ça crée, mais le problème dont j'ai parlé hier, c'était que ça crée la situation, mais vous n'arrivez pas, ça ne vous donne pas envie de boire. C'est-à-dire, ça crée la situation et vous refusez de boire. Vous n'avez pas soif, en fait. Vous n'avez pas soif. Et pourtant, il vous faut de l'eau. Il vous faut de l'eau, obligatoirement. Alors, donc, au niveau des conséquences à court terme, c'est que ça vous rend aussi dans ce que nous appelons la somnolence, pour certains, qui les amène même jusqu'à ce que nous appelons le coma éthylique.
Et aussi... Ça, c'est quand on en abuse, non? Je crois que Rose Danondé parle de petites proportions. Ah non, mais en temps de fête, on l'a souligné dans le reportage, c'est l'abus. Oui, c'est l'abus. De l'autre côté, c'est-à-dire que quand vous avez ça, il y a même de perte de mémoire qui peut arriver. Nous ne voulons même pas vous dire que ça amène à quelque chose qu'on appelle le trou noir. Et là, en ce moment, on va éviter de parler de trou noir en période de fête. Oui, non, nous sommes là pour attirer leur attention. Attention, oui. Parce que, et au même moment, vous êtes aussi sous le coup de la loi. Parce que déjà, quand vous prenez jusqu'à 2 ou 3 bouteilles de bière 0,60, et c'est que il y a déjà les 0,80 grammes de sang que les gens condamnent déjà au niveau d'alcool dans le sang, que les gens condamnent au niveau de la sécurité routière, ce que nous appelons l'alcoolémie. D'accord. Avec déjà 2 bouteilles, deux grandes bouteilles. Vous devez penser à ça. Nous, on est là pour attirer votre attention. Quelle quantité alors, de façon raisonnable? De façon raisonnable, en ces temps-là. Bon, et quand je prends par exemple de la bière, bon, si je peux arriver à 2, c'est que j'ai déjà bien fêté. J'aurai la sensation. Ben, et il y aura moins de boulot pour le foie, parce que le foie, c'est le foie qui fait partie, l'alcool de notre corps, à 95%. Et les 5%, les autres organes s'en chargent. Par exemple, les reins. Donc, vous demandez encore plus de boulot. Vous mangez beaucoup, parce que nous parlons de problèmes gastriques. On mange plus qu'on ne mange d'habitude. On boit plus qu'on ne boit d'habitude. On donne encore plus de travail à l'organisme. Et au lendemain de la fête, et au lendemain de la fête, les ulcérations commencent au niveau de la paroi de l'estomac. Parce que c'est ça qui crée l'ulcère plus tard. Hein? Et les gens pensent en ce moment qu'ils ont bien fêté. Ils ont effectivement. Ils ont bien fêté. Et ils sont fatigués. Et quand ils sont fatigués, le lendemain, on ne peut plus rien faire. Le lendemain n'est même pas un jour chômé, férié. Il faut encore se rendre au boulot. On ne peut pas. D'accord. Alors, notre conseil, c'est de ne pas oublier qu'il faut manger suivant la maison de l'alimentation. Il ne faut pas exagérer avec l'huile. Maintenant, pour préparer les sauces légumes, nous voulons vous dire, hier, on a passé très rapidement sur ça, mais si vous voulez préparer par exemple fond de terre, faites votre sauce tomate, pas l'huile premièrement, parce que comme je l'ai dit, vous mettez l'huile sur le feu, ce n'est pas bon, vous jetez dedans, ça dit ciao, et tout est brûlé. Et quand les gens ont l'odeur, on dit vraiment c'est bon. Alors ça veut dire que nous mangeons l'odeur, mais nous mangeons le goût, nous ne mangeons pas pour l'organisme. Vous pouvez couper par exemple les légumes et mettre ça. Je n'ai pas dit de bouillir, parce que je précise très bien, quand vous mettez ça et vous bouillez votre légume et vous pressez, même essorez presque, et vous enlevez l'eau qui a la couleur verte que nous on utilise au laboratoire pour le chromatogramme. C'est ça qui nous permet de savoir qu'il y a tel élément dans cette plante-là. Mais vous jetez ça. Et ce que nous, on jette au laboratoire, après avoir travaillé, c'est ça que vous mangez. Ce n'est que des traces de vitamines. Donc, on a jeté tous les nutriments. Vous jetez tout. Donc, il faut faire beaucoup attention. Mais pendant longtemps, c'est toujours comme ça. On a mangé, Rose Danondé. Il faut tout revoir, là. Oui, non, de toute façon, nous ne voulons pas vous dire... Tout ce que vous dites là, ça fait peur. Franchement. Nous ne voulons pas vous dire... Devons-nous aller aujourd'hui à une autre école de cuisine? Carrément. Un peu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compliqué. Quand nous faisons nos formations, il y a une séance pratique. Et les gens apprécient. Ce n'est pas difficile. Mais est-ce que c'est toujours délicieux? Parce que aussi la nourriture est censée être délicieuse, hein, Rose Danondé. S'il n'y a pas de goût, eh bien, c'est un peu comme ce qu'il disait, vous recherchez le goût et en oubliant la consommation de l'organisme. Mais donc vous ne mangez pas pour l'organisme. Là, vous êtes en train de manger pour vous-même. Voilà. C'est à vous de choisir, en ce moment-là. Et attention, tenez-vous tranquille. Quand vous faites ce que vous voulez, à un moment donné, ce que vous aimez, vous criez, vous dites tout,
vous irez voir le médecin et vous allez cesser de manger ce que nous avons et de nouveau. Donc, nous allons vous amener, par exemple, quand on dit à Mioïma, les choses, et vous faites ce que vous voulez, d'accord, mais l'organisme ne sait pas. Ce que vous faites ne vous pardonne pas. C'est ça. On le paie cash, ça vous réserve tout et le jour J arrive et on vous dit merci beaucoup. Donc, vous ne pouvez plus manger ceci, vous ne pouvez plus manger ceci. Et vous êtes vivant et vous cessez de manger. Merci, donc, monsieur Sosa Diakwe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Première activité économique, la pêche se révèle fructueuse quand les prises sont abondantes. La pêche maritime artisanale, quant à elle, nécessite des dispositions particulières. Les migrations favorisent la croissance économique et pourtant 3400 migrants ont trouvé la mort en 2018. Le Forum des femmes panafricaines s'est donné comme mission de véhiculer une image positive de la migration. Des enfants destinés à travailler dans une mine aurifère ont été interceptés en Côte d'Ivoire. Des Burkinabés seront bientôt remis à leurs familles respectives. Merci de votre fidélité. La pêche est une activité pratiquée dans différentes régions du Bénin. Elle s'exerce depuis plusieurs générations, mais nécessite des aptitudes essentielles. La pêche maritime artisanale, elle, est bien particulière et assez différente des autres types de pêche. Amitié Sagudi, Jennifer Sachivi. Pour ces hommes, c'est le retour de la pêche. Tous les jours dès l'aube, ils s'adonnent à la capture de différents types de poissons qu'ils viennent ensuite revendre. Cette activité, ils la pratiquent exclusivement en mer et se servent d'une pirogue, d'un moteur et d'un filet. Ce n'est pas à l'aide de treuil ou bien à l'aide d'un équipement, d'une machine qu'on pêche, mais c'est avec la main et l'habileté de pêcheur, de l'équipage qu'on arrive à pêcher. Et c'est ça qui différencie la pêche maritime artisanale de la pêche industrielle. Il faut être né dedans et avoir hérité de cela et connaître le b.a.-ba dans ce domaine. Il y a des différentes catégories de pêcheurs. Il y a les pêcheurs qui vont le matin et reviennent l'après-midi ou bien le soir. Il y a les pêcheurs qui vont aujourd'hui, ils vont faire 3 jours, 4 jours. Il y a des pêcheurs qui peuvent partir et ils vont faire une semaine avant d'arriver. La pêche maritime artisanale est donc avant tout une question de passion. Mais les pêcheurs sont confrontés à toutes sortes de difficultés. On n'a aucun financement des banques. Si c'est côté pêche là, ils refusent en même temps parce que ça n'a pas d'assurance. Et tu es pêcheur, tu peux créer ton filet, bateau, tu vas partir à la mer. Aujourd'hui, les requins peuvent ramasser tes filets. Ou bien ils vont couper les filets en morceaux. Et tu ne trouves plus de filets. Ou bien parfois c'est le vent qui est trop fort. En matière de pêche, la question du respect des normes est cruciale et souvent abordée. Pourtant, les habitudes ne changent pas. Cela pourrait s'expliquer par une absence de sensibilisation dans le rang des principaux acteurs. Les terres sont restées à un niveau très élevé. C'est-à-dire que c'est une loi cadre qui existe aujourd'hui et qui porte des interdictions, qui stipule des interdictions. Mais il faut avoir des arrêtés pour pouvoir concrétiser et faire la vulgarisation de ces arrêtés-là au niveau du terrain pour que les pêcheurs puissent bien comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut qu'on arrive à descendre au niveau des pêcheurs. Mais nous, en tant qu'organisation, nous faisons la sensibilisation au niveau de nos acteurs. Une récente étude de l'Union économique et monétaire ouest-africaine révèle que les captures totales dans le secteur de la pêche maritime artisanale au Bénin s'élèvent à 9 800 tonnes par an. Le rapport ajoute que 59 sites de débarquement ont été répertoriés le long de la côte béninoise.
Comment véhiculer une image positive de la migration? C'est ce à quoi s'attelle le Forum des femmes panafricaines. Conformément aux actes de la rencontre de Casablanca en octobre dernier, la représentante au Bénin des panafricaines, Jemima Katraye, revient sur la stratégie mise en place pour une migration plus humaine. Elle est au micro de Louis Koudogbo et Clotaire Awekou. Nous voulons donner un visage humain à la migration. Nous voulons montrer que les migrants sont des personnes normales et que le monde même s'est constitué sur la base de la migration. Les êtres humains ont décidé depuis la nuit des temps, depuis des temps immémoriaux, de se déplacer d'un endroit à un autre pour pouvoir s'installer et constituer après des groupes bien unis. C'est comme cela que le monde a toujours été constitué. Et nous, notre manière de voir les choses désormais, c'est de nous servir de nos médias, c'est de nous servir de notre outil. Nous sommes le quatrième pouvoir, nous sommes des femmes parce que la migration touche beaucoup plus la famille. Et donc ce sont nos enfants, ce sont nous-mêmes, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos époux qui se déplacent pour aller d'un endroit à un autre. Donc la femme a une sensibilité bien spéciale pour pouvoir parler de ces choses. Et les femmes africaines, journalistes, membres du forum, les panafricaines, ont décidé de parler de ces questions-là tout au long de l'année. Et l'occasion du 18 décembre, qui est la journée du migrant, fait bien le larron et nous avons décidé d'aborder cette question-là. Parce que nous avons constitué notre groupe il y a 1 an. Il y a quelques mois, en octobre dernier, fin octobre dernier, nous nous sommes retrouvés à Casablanca où nous avons choisi ce thème-là. Et le thème est tellement d'actualité que la semaine dernière a été signé le 11 décembre le pacte mondial pour des migrations ordonnées, sûres et régulières. Donc nous ne pouvons pas rester en marge de toute cette actualité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons constitué une délégation de 10 panafricaines et nous sommes allés sur le terrain assister à la signature de ce pacte-là. Et demain va être promulgué, 19 décembre va être promulgué ce pacte-là. Ce pacte dit quoi? Il faut désormais que le migrant soit vraiment considéré comme un être humain à part entière, comme une personne qui a des droits et qu'on arrête de montrer seulement un aspect des choses. Parce que la migration peut être régulière, elle peut être irrégulière, elle peut être volontaire tout comme elle peut être involontaire. On ne voit qu'un aspect de la migration, mais désormais il faut toucher la migration dans sa globalité. Et puis il y a un point très important. Quand on parle de la dimension économique, des bénéfices de la migration, ces bénéfices ne sont pas seulement pour les pays pourvoyeurs, enfin les pays d'où sont originaires les migrants. On a comme l'impression qu'ils viennent travailler, ils envoient de l'argent dans leur pays. Non, il n'y a pas que ça. Mais il y a également que c'est un pays qui investit sur la formation des gens qui vont après s'installer dans d'autres pays qui bénéficient bien de tout leur savoir-faire. Donc nous avons décidé d'aborder les différentes dimensions, les différents aspects de la migration. Et il faut savoir que désormais, nous panafricaines, nous sommes sur le continent, nous sommes un réseau de près de 200 journalistes partout dans les 54 pays du continent et nous abordons ces questions et nous le ferons aussi longtemps que la dimension humaine de la migration ne sera pas respectée. Aussi longtemps que une certaine presse va continuer à véhiculer une certaine image du migrant, nous allons continuer à le faire jusqu'à ce que les mentalités changent. Nous voulons vraiment changer les mentalités, mais nous ne voulons pas faire par un tour de magie. Nous voulons simplement que la parole soit donnée aux personnes concernées, qu'on puisse savoir d'où viennent ces personnes, qu'est-ce qui les motive à se déplacer, pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui sont disposés à recevoir et d'autres pas, pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui sont ciblés pour être comme destination et quels sont le nombre, quel est le pourcentage. On en parle comme si c'était quelque chose d'énorme, mais quand vous voyez très bien, il n'y a pas grand monde qui se déplace. Pas grand monde qui se déplace, mais simplement parce qu'il y a des gens qui ont peur de rencontrer de nouvelles personnes. Et on en fait tout un drame. Mais quand on fouille très bien, tous ces pays ont été constitués sur la base de la migration.
Après 2 hausses successives, la production mondiale de coton pourrait marquer légèrement le pas en 2018 et 2019. D'après un communiqué, la récolte de la fibre est prévue pour atteindre 26,1 millions de tonnes, soit 2% de moins qu'en 2017 et 2018. Si bon nombre de régions comme la Chine, le Brésil, l'Afrique de l'Ouest, l'Ouzbékistan et la Turquie devraient connaître une amélioration de leur production, cette augmentation sera néanmoins insuffisante pour compenser les baisses prévues du côté des USA, de l'Australie, de l'Inde et du Pakistan. Pour rappel, les importations de coton américain par la Chine sont frappées depuis juillet dernier par une taxe supplémentaire de 25%. Au Mali, la mine Bougouni est en bonne voie pour entrer en production. En 2020, une décision d'exploitation devrait être prise en 2019 et dans son bilan pour le semestre terminé en septembre 2018, la compagnie détentrice du projet a indiqué qu'elle a réalisé des progrès significatifs. Entre autres progrès, la compagnie a publié une première estimation de ressources qui place Bougouni dans le top 15 des projets de lithium sur le plan mondial avec un important potentiel d'exploration. En outre, un examen initial a démontré le potentiel pour une production à faible coût alors que la compagnie a engagé un gestionnaire de projet expérimenté pour conduire le développement de la mine. Je l'annonçais dans les titres, 9 mineurs en provenance de Burkina Faso ont été interceptés par les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes et burkinabées informées se sont rendues sur place pour rencontrer les enfants placés dans des familles d'accueil. Toutes les dispositions seront prises pour les ramener auprès de leurs familles respectives. Images et son. Le 25 novembre dernier, un véhicule de transport en commun est intercepté par les forces de l'ordre. À bord, 9 enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans. Provenant du Burkina Faso, ces 9 enfants étaient destinés à travailler dans la mine aurifère d'Angovia, dans le département de Boiflé. Là, dans le cas d'espèce, il s'agit d'exploitation et de pire forme de travail parce que ces enfants étaient dans une zone aurifère. Ils étaient dans une exploitation minière à Bafia, non loin d'Amaféré, et ils partaient cette fois-ci à Angovia pour une mine beaucoup plus importante, dit-on. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue s'enquérir de la situation et apporter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, a salué l'action des forces de l'ordre et a appelé à la protection des enfants. 9 adolescents qui ont été sauvés donc des mains de trafiquants véreux, sans scrupules, et ceci grâce à nos forces de défense et de sécurité, dont la vigilance et vraiment l'efficacité ont permis de sauver la vie de ces enfants. Nous sommes au mois de décembre. Les enfants, le mois de décembre, c'est le loisir, c'est leur droit. Ils ne sont pas faits pour être exploités, ils doivent vivre leur enfance, ils doivent jouir de leur enfance, ils ont droit à une vie décente, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation. Placés dans des familles d'accueil dans le village d'Assouba, l'État, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'UNICEF sont en train de tout mettre en œuvre pour que ces enfants retournent dans leur famille d'origine au Burkina Faso. Ils viennent de la province de Ganzourou. On a identifié dans les discussions informelles déjà 3 familles, mais comme j'ai dit, nous allons nous entretenir avec les enfants pour savoir exactement d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'on va localiser avec précision les familles et enclencher le processus de rapatriement. Nous apportons de l'appui technique et financier au gouvernement ivoirien, mais je pense que, comme vous l'avez pu constater ici, le trafic d'enfants, l'exploitation des enfants, c'est une affaire de tous. Donc il faut que tout le monde contribue, sinon ce phénomène risque d'être inaperçu au niveau des différentes communautés et il y aura encore beaucoup d'enfants qui vont parcourir ce risque d'être trafiqués et finir dans des zones aurifères. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'1 million de francs CFA pour la prise en charge de ces mineurs en attendant leur retour. Et bien voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Amandine Agnambassou. Les téléspectateurs vont vous retrouver avec grand plaisir, certainement demain à 19h45 pour une autre édition du journal. En attendant, le plateau du grand rendez-vous peut se poursuivre. Le dernier plateau s'installe expert.
Voilà, l'expert reçoit pour vous ce soir Marcel Effon. Vous le savez, on est mercredi et c'est désormais une tradition avec notre coach motivateur. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment exceller en 2019. Quand est-ce qu'il faut faire son bilan financier et quand est-ce que ce bilan financier devient un atout? On en parle donc avec Marcel Effon. Bonsoir Marcel Effon. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, vous nous dites que faire son bilan financier, c'est important. Absolument. Bonsoir, chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je crois que vous avez de la chance parce que lorsque on doit rentrer dans une nouvelle année et on a l'opportunité de savoir ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, c'est beaucoup de choses gagnées d'avance. Et en abordant bien sûr la question du bilan financier, on a déjà abordé un certain nombre de questions sur la planification au point de vue carrière et entreprise pour ceux qui bien sûr sont des employés, carrière, et également ceux qui sont pourquoi pas des entrepreneurs, entreprises. Et également, on peut aussi alors avoir pour carrière entrepreneur, donc il faut le planifier, il faut savoir quoi faire. On en a parlé de long en large. Aujourd'hui, nous parlons de comment est-ce que vous pouvez planifier votre année au point de vue financier. Alors, je le dis et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes sont devenues riches à la fin d'une année par accident. Et malheureusement, il y en a qui sont devenus plus pauvres ou d'ailleurs qui ont perdu les mêmes ressources dont ils disposaient à la fin d'une année, lorsqu'ils sont en train de finir une nouvelle année. Donc, tout ça, ça dépend de quelles sont les dispositions que vous avez prises pour une nouvelle année. Donc, on me dira, lorsqu'il est écrit que vous devez devenir riche, que vous dormez ou pas, il arrivera un moment où vous devenez riche. C'est votre destin. C'est votre destin. Mais tout le monde comprend aujourd'hui, de plus en plus, les temps sont durs et il faut se bagarrer. Et quand il faut se bagarrer, alors il faut savoir pourquoi on se bagarre. Donc, lorsque 2019 doit commencer et que les gens vont vous souhaiter plein d'argent, beaucoup d'argent, plein de richesses, c'est très beau. C'est très beau, c'est la chose d'ailleurs la plus facile à faire. Mais qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, pour savoir ce qu'on a prévu pour la nouvelle année, il faut déjà savoir quelle attitude, quel comportement vous avez eu au cours de l'année qui est en train de finir, qui vous a permis de gagner ou de sauver davantage d'argent ou alors de ne pas gagner ou de perdre davantage d'argent. Donc, le bilan. Donc, pour planifier son année au point de vue financier, la première chose à faire, c'est le bilan. Se poser la question, où est passé l'argent que j'ai gagné au cours de cette année? D'accord, mais la question est capitale. Ce bilan-là? Comment faire ce bilan? Il faut commencer déjà à lister les choses que vous avez réalisées au point de vue financier. Naturellement, vous êtes salarié ou vous êtes entrepreneur, vous avez gagné de l'argent, mais il faut se poser la question, chaque mois, au cours de cette année, chaque trimestre, qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, j'ai acheté des habits, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai acheté des bijoux en or. Et j'investis dans des passifs ou des actifs? Et les actifs et des passifs, encore que, il faut savoir ce qu'on appelle passif, ce qu'on appelle actif. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, par exemple, acheter du passif. Et lorsque tu achètes quelque chose, par exemple, qui ne génère pas des revenus dans le temps, ça s'appelle du passif. Et en fonction de l'âge que tu as, tu devrais pouvoir avoir en priorité d'acheter du passif ou de l'actif. Au-delà de 65 ans, comme je le recommande, c'est des recommandations aux gens, vous pouvez, si vous avez passé du temps pour amasser de l'argent, vous pouvez vous faire plaisir en achetant constamment du passif, mais cela suppose que vous en avez suffisamment amassé, que vous ne serez pas obligé, alors une bonne surface financière, que vous ne serez pas obligé, pourquoi pas alors d'aller travailler avant de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Mais si vous n'avez pas fait cet exercice, et que c'est à 65 ans maintenant que vous devez créer davantage de richesses, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter du passif. C'est comme si alors vous êtes rentré dans la phase de consommation alors que vous n'avez pas fini de produire. Donc en faisant un bilan, vous devez avoir une idée claire au cours de cette année. Pour le premier trimestre, l'argent que je vais gagner, voilà, j'ai trop acheté du passif pour le premier trimestre de 2018, ce qui a fait que je n'ai pas pu mettre de l'argent de côté pour que l'argent travaille pour moi. Alors, pour 2019, les erreurs que j'ai commises au cours des 3 premiers mois de 2018, alors je me bats pour faire mieux, alors pour acheter plus d'actifs que d'acheter de passifs. D'accord. Et ce faisant, ça répond à quoi? Ça répond à un moment, plus tard, lorsque vous aurez 60, 65, 70, quand vous aurez envie d'aller à la retraite se décrète. Il y en a qui ont pris leur retraite à 40 ans. Oui.
comme vous le savez. Alors ça se décrète. Donc si vous décrétez votre retraite pour 40 ans, ce qui suppose que vous avez passé chaque mois, chaque année qui ont précédé les 40 ans, à amasser de la richesse, à faire en sorte que votre argent puisse travailler pour vous pendant que vous travaillez. Mais tout cela devait figurer alors dans un bilan a priori et plus tard dans un plan en se fixant des objectifs pour le premier trimestre de l'année qui va commencer, le second, ainsi de suite, jusqu'à finir l'année. Ce qui suppose qu'au 31 mars 2019, vous devrez pouvoir vous asseoir pour dire, OK, j'ai prévu de mettre telle quantité d'argent pour que cet argent puisse travailler pour moi pendant que je travaille moi-même. Parce que j'ai 20 ans, j'ai 25, j'ai 30 ans, j'ai 35, j'ai 40. Et je désire aller à la retraite, c'est-à-dire avoir des moyens et ne pas être obligé de travailler pendant que je consomme. Oui. Donc, je devrais pouvoir mettre de l'argent de côté qui travaille pour moi. Mais à quel taux? On peut se tromper parce que sur le marché, il y a plusieurs opportunités. Pendant qu'on me propose par exemple d'acheter une parcelle dans un quartier où les gens sont en train de s'installer en ce moment, où tous les jours ça prend de la valeur, je peux me tromper en mettant mon argent quelque part où ça ne prend pas de la valeur. Ce qui suppose qu'au cours du bilan, tu t'es posé la question, l'argent que j'ai placé, l'argent que j'ai fait travailler, le premier trimestre 2018, est-ce que j'aurais pu mieux faire? Alors, est-ce que j'aurais pu mieux faire? Il y a des gens, comme je le dis, qui n'ont pas besoin d'aller prendre un crédit, mais qui prennent le crédit parce qu'ils ne se sont pas permis de poser la question. Un crédit, vous payez quand même des taux. C'est des taux, vous faites un crédit. Mais si le crédit, quand vous le prenez, vous êtes à une période de votre vie où vous devez faire travailler l'argent. Alors, l'argent que vous devez gagner les années ou les mois à venir, vous prenez par anticipation cet argent. Mais ça devrait tourner dans votre tête que dans un plan financier, cet argent doit travailler mieux que ça travaille chez le banquier. Si votre argent que vous prenez à la banque, alors que vous devez faire travailler votre argent dans cette période de votre vie, ça ne peut pas travailler plus que ça travaille chez le banquier, vous ne pouvez pas le prendre. Alors on guette. Rentable. Oui, c'est pas rentable. Oui. Donc dans un bon plan financier, on devrait pouvoir se poser la question, OK, le crédit que je guette depuis où je veux vraiment remplir les conditions, je vais remplir ces conditions le 2 janvier 2019, mais quand je vais prendre le crédit, qu'est-ce que je fais avec? Justement, le premier trimestre, qu'est-ce que ça doit me donner comme revenu? Le deuxième, le troisième, à la fin de l'année, à quel taux cet argent que j'aurais pris à la banque serait rémunéré ou qu'est-ce que ça aurait généré comme revenu? Et c'est à cette condition, vous dites à cœur vaillant, il faut que j'aille prendre ce crédit. Mais c'est déjà dans votre plan financier. Qu'il faut le mettre. Qu'il faut le mettre. Alors, quel aspect de la vie le plan financier doit aborder? Alors, le plan financier doit aborder des aspects de la vie, comme par exemple les études des enfants. J'ai l'habitude de dire aux parents, lorsque vous êtes arrivé à avoir des enfants et que vous n'avez pas pu organiser comment est-ce que ces enfants doivent étudier, c'est presque la plus grande échec. OK? Alors, les enfants, lorsqu'ils étudient bien, c'est-à-dire lorsqu'ils acquièrent de la bonne information, de la bonne connaissance, ces enfants ont la possibilité de réussir leur vie. Il est vrai, il ne suffit pas d'avoir fait les meilleures études pour réussir sa vie, mais c'est capital. Mais ça y contribue grandement. Et un parent qui a réussi vraiment à offrir une qualité d'éducation à ses enfants peut se vanter d'avoir fait le maximum. Donc, pour vos enfants au cours de l'année 2019, quelle quantité d'argent vous avez prévu de mettre de côté pour que lorsque votre aîné aura 18 ans, qu'il puisse utiliser cet argent pour faire les études supérieures? Ce n'est pas quand il aura 18 ans que vous allez courir partout pour prêter de l'argent. Pour commencer à réfléchir. Alors, quelle quantité d'argent vous mettez ou quel investissement vous faites maintenant qui vous permet d'assurer alors les études de vos enfants lorsqu'ils auront 18 ans? D'accord. Et plus tard, il faut aller voir, par rapport toujours aux objectifs financiers, il faut aller voir le domaine, par exemple, de la santé. J'ai dit, il y a deux choses importantes. Il y a la santé et l'éducation de la famille, de vos enfants. Alors, lorsque que la santé, on ne prévoit pas. On ne prévoit pas. Quand on tombe malade. Quand on tombe malade. Donc, il faut avoir un minimum d'argent que vous mettez de côté lorsque vous faites vos plans financiers pour que les moments où vous n'avez pas de la liquidité, vous puissiez tout au moins alors vous soigner lorsque vous aurez des ennuis de santé. Et plus tard, il faut savoir la quantité d'argent qui travaille pour vous. Je vais parler de la branche investissement. Alors, il y en a qui travaillent à fond, mais qui ne se posent pas la question, quelle quantité d'argent travaille pour moi pendant que je travaille moi-même? On parlera d'indépendance financière. Le vrai succès, c'est lorsque vous avez atteint un niveau où
vous n'êtes plus obligé de travailler, mais que vous vivez la vie que vous avez envie de vivre. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour pouvoir atteindre cet équilibre ou cette indépendance financière? Donc, vous devez imaginer dans votre salaire et même parfois, dans certaines mesures, automatiser cela lorsque vous êtes salarié. Dis à votre banquier, par exemple, au cours de 2019, faire des ordres de virement sur des comptes où, lorsque votre salaire descend sur le compte principal, cet argent puisse aller sur un compte où on fait travailler cet argent constamment. Vous avez également l'obligation de planifier ce que vous mettez dans le social. Je connais des gens qui donnent plus qu'ils gagnent. Attendez, ça pose un problème. Un véritable problème. Ça pose un problème. Donc, vous ne pouvez pas donner plus que vous gagnez. Soit vous avez peur, vous avez des problèmes de peur, et vous avez besoin de vous racheter, mais ce n'est pas le fait de vous endetter pour donner aux autres qui fait que vous n'êtes pas où, vous ne payez pas le prix des choses que vous avez faites. Justement, il ne nous reste que 2 minutes, Marcel Efon. Il ne nous reste que 2 minutes. Les gens doivent savoir pour l'année qui doit venir. Parlons un peu des dettes. Oui. Parce que souvent, on part d'une année à une autre, avec les dettes de l'année précédente. On vous conseille habituellement de tout solder avant d'entrer dans une nouvelle année. Dans la nouvelle année. Est-ce que dans le bilan financier... Dans le bilan financier, vous devez faire déjà le point de vos dettes et savoir pour l'année dans laquelle vous rentrez, comment est-ce que vous payez vos dettes. Et le comment dépend également de comment vous réduisez aussi votre niveau de vie, votre train de vie. Parce que ce qui a fait que vous avez eu des dettes, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez consommé plus que vous produisez. Donc, il faut réduire votre train de vie et au même moment prévoir ce que vous payez dans vos dettes. Et la meilleure manière de gérer les dettes, ce n'est pas de les fuir, mais c'est de rester en contact avec des gens auxquels vous devez et de dégager quelque chose au fur et à mesure que le temps passe. De les échelonner, de respecter les échéances. Oui. Cela vous permet d'avoir de la crédibilité et de continuer à travailler sans être stressé par vos débiteurs ou vos créanciers, je voudrais dire. Donc, il vous reste 30 secondes. 30 secondes. En pensant à tout ça là, pour l'année qui vient, vous êtes sûr que lorsque votre argent rentre, ça va à des endroits que vous avez prévus. La dernière chose dont on n'a pas parlé et qu'on doit parler, c'est l'épargne. Parce que vous avez, lorsque vous avez une petite quantité d'argent quelque part, ça vous rassure, ça vous permet d'être serein, ça vous permet de ne pas avoir les yeux hagards. Il y a des moments de vérité où vous n'avez pas nécessairement la liquidité, c'est à ces moments-là que vous touchez ces réserves qu'on appelle des réserves qu'on ne touche pas au temps normal. Donc, autant de choses que vous avez besoin quand même de planifier. Maintenant, la planification, naturellement, n'est pas aisée. Donc, il faut voir parfois des spécialistes. Il faut se faire accompagner. Comme le coach se faire accompagner pour faire une bonne planification et être sûr qu'on ne passera pas à côté pour la nouvelle année qui va commencer. Merci Marcel Efon, notre coach motivateur maison. Avec vous, on a fait le bilan financier. Ce que je retiens, c'est qu'il faut éviter il faut éviter au maximum de rentrer dans la nouvelle année avec les dettes tout en les échelonnant. C'est le conseil et l'astuce du coach ce soir. Nous passons à présent à la revue de l'actualité web. Ça recommence. La vente des produits prohibés à l'approche des fêtes de fin d'année refait surface. 300 litres d'alcool frelaté ont été saisis dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Selon le directeur départemental du commerce et de l'industrie de l'Atakora et de la Donga, Jacques Sambeni, plus de 100 000 litres de ces produits arraisonnés sont déjà détruits. La procédure est enclenchée pour la destruction de 200 000 autres litres. Au Burkina Faso, le budget exercice 2019 a été revu à la baisse. 2213,318 milliards de francs CFA en dépenses prévues pour 2019. L'annonce a été faite par la ministre burkinabé de l'économie, des Finances et du Développement, Rosine Sori Koulibaly. Cette réduction s'explique par l'augmentation de la masse salariale de la fonction publique. Elle est passée de 334,36 milliards de francs CFA en 2018 pour une estimation de 835 milliards de francs CFA en 2019. Cette révision du budget consacre également une baisse des recettes propres et des dépenses d'investissement. Elle ne remet nullement en cause les ambitions initiales du gouvernement. Progrès scientifique à présent, découverte d'une nouvelle planète aux extrémités du système solaire.
C'est une information du Centre des planètes mineures, CIS aux États-Unis. Le MPC affirme qu'il s'agit d'une nouvelle planète séparée d'un abîme de 10 km du Soleil. VG18, c'est le nom de la nouvelle planète. Selon les scientifiques, elle est apparue pour la première fois le 10 novembre 2018 sur des images prises par le télescope japonais Subaru. Elle est surnommée Pharaon à cause de la distance vertigineuse qui la sépare du Soleil. Le Soleil lui-même étant très distant de la Terre. Les spécialistes ont estimé que c'est la planète la plus distante du Soleil jamais vue. Elle mesure environ 500 km de large. La découverte a été annoncée le 17 décembre 2018. Bonne nouvelle pour les innovateurs en Afrique du Sud. Le gouvernement lance un fonds de 140 millions de dollars destiné à financer les entreprises technologiques du pays. Doté d'une enveloppe de 2 milliards de rands, soit 140,2 milliards de dollars, le projet Development Partnership Fund vise à financer les petites entreprises en phase de démarrage. Ce nouveau fonds va financer des PME et start-up orientés dans les secteurs de l'agroalimentaire, des TIC, de l'eau, des infrastructures, du logement et de la fabrication. Une solution pour lutter contre le sous-développement en Afrique du Sud. Et c'est tout pour ce numéro de l'actualité du web. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous, Marcel Agbetoro, pour vous qui venez de nous prendre au vol. Le rappel de la météo à présent. Voilà, bonsoir aux populations de Waké, puisqu'avec l'ESPER, on s'est intéressé à comment exceller en 2019. Nous vous proposons une citation qui parle de l'excellence. Cette citation, elle nous vient d'Aristote et elle dit ceci: « L'excellence est un art que l'on atteint que par l'exercice constant. L'excellence est un art que l'on atteint que par l'exercice constant. » Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Prenez le rendez-vous avec Axio Gamba à partir de demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.